Le passage sur le mariage que tu as cité, attends, c'est où? C'est dans le chapitre 5, en tout cas, ouais, j'avais sûr, dans le livre 3. là. En tout cas, la phrase, sauf c'est une phrase qu'il cite, hein, épouser la femme qu'on aime, c'est chier dans le panier avant de se le mettre sur la tête. Sur C'est une phrase qu'il cite. C'est Il cite un une proverbe, citation. d'ailleurs, il cite un proverbe pour montrer que c'est vraiment vrai, quoi, parce que c'est préjugé, c'est donc traditionnel, donc ça veut dire que c'est une vraie vérité. C'est vrai, c'est vrai. Dans le même temps, il y a un autre passage des essais où il fait grand cas de la défécation en expliquant que c'est l'activité qu'il supporte le moins de voir interrompue. Donc c'était peut-être pas tant un grief de sa part, après tout. En fait, toi, tu as une passion pour Montaigne et Spinoza. Voilà. Oui. Moi, c'est les deux philosophes qui m'ennuient le plus au monde. Et alors, je sais que mon ami André Comte-Sponville est comme toi. Il considère que... Et je l'entendais, on a fait une conférence à la Sorbonne tout dernièrement, et il disait que pour lui, Montaigne, c'était le sommet du sommet, quoi, avec peut-être Lucrèce et encore plus que Lucrèce. Oui, il a raison. Montaigne, j'adore le bonhomme. Je trouve qu'il est absolument charmant. Voilà, je trouve son style littéraire absolument magnifique. Je trouve que c'est un écrivain formidable. L'homme est charmant, mais j'ai toujours l'impression, en lisant Montaigne, d'entendre ma grand-mère qui avait cette caractéristique de tourner en dérision les proverbes traditionnels et qui nous disait toujours avec un air pénétré d'intelligence des choses du genre un bon chat vaut mieux que de gros rats ou un bon tien vaut mieux que deux, tu ne l'auras pas. Alors pardon, mais Montaigne me fait toujours penser à ça. Mais c'est affectueux, c'est affectueux. Mais honnêtement, il est quand même, magnifique. Il y a certaines choses que l'on cache pour les montrer. C'est quand même Montaigne qui dit ça. C'est admirable. Ça, pour moi, c'est exactement un bon chat vaut mieux que de gros rats. Quoi. Mais non, mais t'es fou. C'est une banalité. L'amour est une passion qui mêle à bien peu de réalité solide, beaucoup plus d'inanité et de rêverie fiévreuse. Oui, c'est pareil. Écoute, c'est quand même des poncifs non, je suis effrayants. Pas de ton avis. Non, je suis pas de ton avis. D'autant que... Alors, cela dit, il y a une critique de Montaigne qui est vraiment très, très belle et très intéressante. C'est dans Le Voyage au bout de la nuit. Dans Le Voyage au bout de la nuit, il y a un moment, Bardamus, c'était encore un de tes auteurs préférés. C'est un livre que je déteste. Oui, je sais. Mais pour mille raisons, pas simplement... Attends, je cite le truc sur Montaigne. Bardamus raconte à un moment, il tombe sur un exemplaire des essais de Montaigne qu'il achète pour faire plaisir à la fille qui les vend 1 franc. Et donc il achète les essais de Montaigne. Il était aussi radin d'ailleurs, oui. Vas-y, continue. Et antisémite lui aussi. Oui, décidément, tu as une passion pour le... Mais voilà. vas-y. Montaigne ne pouvait pas être antisémite, il était juif par sa mère. Encore que, ça n'empêche pas. Bon. Oui, c'est ce qu'explique Edgar Morin dans un de ses très très bons livres, un de son meilleur livre qui est sur le judaïsme et sur la double... Ami, je prends Montaigne et je te laisse Edgar Morin. Ouais. Mais... Non, je te laisse les deux, va. Non, continuons. Non, ne dis pas ça. Alors... ça devient ignoble. Vas-y, je te laisse, j'arrête de t'interrompre. Ce qu'il dit dans Le Voyage au bout de la nuit, c'est... il cite Montaigne, après la mort de son fils, il envoie une lettre à sa femme. Et il le cite en substance, il dit « Alors, ma chère femme, prends courage, réconforte-toi, tout va bien, etc., etc. Ça ira, prends appui sur la lecture, lis les sages, lis les anciens, etc., etc. Ton Michel, affectueusement. Bon. Et il dit, ce type est fou, ce type est insensé, il dit n'importe quoi, il est dans le déni, etc. Et ça lui semble une posture totalement, alors là pour le coup, une figure de l'égoïsme. Voilà, Montaigne comme une figure de l'égoïsme. Non, ce qui est vrai, pour le coup, à la décharge de Montaigne comme de Rousseau, c'est que quand le mariage d'amour n'existait pas, bien sûr, on recommandait l'amitié dans le mariage, la tendresse, la complicité, mais surtout pas l'amour-passion. Et du coup, l'amour des enfants n'existait pas non plus, en tout cas certainement pas au degré que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, comme tu sais, Montaigne écrit cette phrase incroyable, j'ai perdu 2 ou 3 enfants nourrices, il ne sait même pas combien d'enfants. Aucun père de famille ne pourrait dire ça aujourd'hui. Rousseau a abandonné ses 5 enfants, comme on sait. Il les a déposés à l'assistance publique. Bach a perdu 10 enfants, Luther a perdu 10 enfants. Ils en avaient du regret, mais pas plus que ça. Alors qu'aujourd'hui, à cause ou grâce au mariage d'amour, on est rentré dans une passion pour les enfants, parce qu'on se marie pas simplement par amour, mais aussi pour l'amour et pour l'épanouissement de l'amour dans les enfants. Et je sais que tu aimes ton garçon comme moi j'aime mes filles. Mes garçons. Tes garçons, c'est vrai. Et que la perte d'un enfant aujourd'hui, c'est la pire chose qui puisse arriver à un père ou à une mère de famille. On n'a pas attendu le mariage d'amour pour souffrir de la perte de ses enfants. Non, bien sûr que si. Encore une fois, Montaigne, typique, j'ai perdu 2 ou 3 enfants en nourrice. Et quand tu regardes, par exemple, même Bach et Luther, qui étaient des gens très avancés, alors il y a évidemment quelques contre-exemples, mais la lettre de Diderot, par exemple, qui est très intéressante, hein, mon ami François Lebrun, dans un petit livre magnifique qui s'appelle « La vie conjugale sous l'Ancien Régime », commande cette lettre de manière très juste et très intelligente. Parce que Diderot
est dévasté par la mort de sa fille, mais il est obligé de s'excuser de ça. Il écrit, mais je sais que c'est ridicule de pleurer de la mort d'un enfant, mais elle était exceptionnelle. Voilà. Tu as cité l'éducation sentimentale tout à l'heure. Oui. Il y a un moment, l'enfant que Frédéric Moreau a avec la maréchale meurt. Et commentaire de Flaubert, Frédéric Moreau se dit que c'était, je ne sais plus comment il dit ça, c'était l'annonce de problèmes à venir. Oui, c'est pas Donc plus que ça. il vit ça Oui. comme l'intuition qu'il aura plus tard Oui. des soucis. Oui, au fond, qu'il pourrait mourir lui-même, par exemple. Oui, par exemple. Mais donc, on voit bien, au fond, le vrai amour des enfants. Il y a un livre magnifique sur le sujet, un livre d'une économiste qui est professeure à Princeton, qui s'appelle Viviana Zelizer. Mais pour ceux qui lisent pas l'anglais, on peut trouver des entretiens d'elle facilement sur le net. Elle a écrit un livre magnifique qui s'appelle Évaluer le prix de l'enfant qui n'a pas de prix. Et ce qu'elle montre, c'est qu'avec le mariage d'amour, parce qu'on a la même histoire aux États-Unis qu'en France, donc c'est plus récent et plus rapide, avec le mariage d'amour, le prix de l'enfant en cas d'accident, par exemple à l'hôpital quand le médecin fait une bêtise, le prix de l'enfant qui n'a pas de prix, c'est-à-dire plus on l'aime, on dit ça n'a pas de prix, l'amour n'a pas de prix, bon, mais plus on va se mettre à aimer les enfants, plus l'indemnisation va devenir gigantesque. Quand un médecin fait une bêtise et qu'un enfant meurt dans un hôpital, il peut payer plusieurs millions de dollars, alors qu'au 19e siècle, elle montre exactement dans le même cas de figure, il y a zéro indemnisation parce que, voilà, on considère que la mort d'un enfant, c'est pas très grave. Voilà, et donc l'amour des enfants, bien sûr, il a toujours plus ou moins existé comme chez les animaux, mais il va devenir exponentiel avec cette histoire du mariage d'amour qui du coup va avoir des conséquences politiques et pas simplement privées absolument passionnantes. C'est l'émergence de la question des générations futures, c'est-à-dire dont les écologistes ont pris la mesure, c'est-à-dire quel monde nous les adultes prendrons-nous la responsabilité de laisser à notre jeunesse et à l'humanité qui vient. Et évidemment, cette question-là, elle est médiatisée, si je ne suis pas au sens des journaux, mais au sens médiée par cet amour des enfants qui fait que là, les familles se sentent responsables de quelque chose d'important et donc sont prêtes à faire des efforts. C'est intéressant parce que je t'écoute et je me dis que la différence entre nous, l'une des différences entre nous, elle n'est pas seulement philologique, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on n'aime pas les mêmes auteurs. Bien sûr, on a en philosophie, tu sais ça comme moi, c'est une question d'épiderme souvent, il y a des auteurs qu'on aime et des auteurs qu'on aime moins. Et puis on choisit des positions philosophiques pour des raisons qui ne sont pas rationnelles. Oui. Non, exactement. Voilà. C'est aussi une question de caractère. C'est aussi une question de caractère. Il y a une décision qui se fait. Oui. Bon. Mais plus profondément, moi, tu as une perspective historique sur les choses. Tu considères que les époques changent. Ah oui. Et en ce qui me concerne, j'ai tendance à penser que les époques n'ont rien de singulier et qu'en définitive, c'est le même théâtre et que dans 100 ans, avec des proportions, je t'accorde des proportions variables selon les périodes, mais qu'on retrouve en définitive les mêmes dispositions du caractère d'une époque à l'autre, ce qui justifie qu'un auteur comme La Bruyère ou comme Montaigne puisse encore avoir raison ou nous troubler par la pertinence des phrases qu'il sortent. Platon même. Non, mais évidemment qu'il y a une part de vérité là-dedans et que quand on lit Plutarque, on a le sentiment... Quand Montaigne lit Plutarque et l'intègre... Je vais aller dans ton sens, même quand on lit l'épopée de Gilgamesh, qui est un livre absolument sublime et qui est le premier livre jamais écrit dans l'histoire de l'humanité. On est au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, 10 siècles avant l'Odyssée d'Homère. On s'y retrouve encore. Quand par exemple la Joyeuse, qui est donc une des courtisanes, va séduire cette espèce de monstre qui est Enkidu, elle utilise les charmes de toutes les femmes, elle est sûre d'elle. Tout ça est évidemment de l'éternité. Mais ce qui va apparaître... Alors qu'est-ce qui change? Est-ce que ce sont des altérations pelliculaires ou fondamentales? Voilà, elles sont fondamentales. Ce qui va changer, c'est avec la naissance de ce qu'on va appeler la modernité, donc avec la naissance de ce monde démocratique, humaniste, moderne, disons à partir du XVIIIe siècle, peut-être même du XVIIe. Oui, à partir de Descartes que tu n'aimes pas tant. Mais... Non, il m'ennuie aussi à mourir. Mais à partir de Descartes, à partir de la philosophie moderne, à partir de l'humanisme, de la démocratie qui naît, la Révolution française, la table rase du passé, l'idée qu'on va reconstruire le monde à partir de la volonté et de la raison humaine. Tout ce moment-là fait apparaître un schisme qui n'existait pas avant entre tradition et modernité, mais surtout, ce que Nietzsche et Heidegger vont comprendre, entre les anciens et les modernes. Tocqueville dira, en pensant, lui, au monde aristocratique par opposition au monde démocratique, l'ancien régime et la Révolution, il dira, c'est comme s'il y avait deux humanités. Alors évidemment que c'est pas tout à fait vrai, là tu as raison, il n'y a qu'une humanité, mais il y a quand même deux époques majeures. Il y a un monde de la hiérarchie, il y a un monde de la nature, et puis il y a un monde de l'égalité et de l'histoire, et ces deux mondes-là, ils ont quand même des points d'opposition qui sont extraordinairement forts. Et par exemple, sur la question du mariage d'amour, le fait que pendant des millénaires, on ne se soit pas marié par amour, non seulement on ne s'est pas marié par amour, mais on a refusé l'idée de mariage d'amour, comme Montaigne encore, ça crée
des divergences, des différences qui sont quand même monumentales, aussi bien sur le plan politique, évidemment, que sur le plan de la vie privée. Et donc, et bien sûr, encore une fois, quand je lis l'épopée de Gilgamesh, moi, ce qui me sidère, c'est que j'ai l'impression de comprendre ces gens comme si c'était mes contemporains. Mais en même Quand temps, Platon écrit voilà. qu'il vaut mieux subir, ou quand Montaigne dit qu'une injustice vaut mieux qu'un désordre, par exemple, on est dans un débat contemporain là très aussi. bien. Mais quand je lis la politique d'Aristote sur l'esclavage ou sur les femmes, je suis Oui, pas là. justifie l'esclave. Bon, Mais bien sûr, oui, mais par nature. Donc là, on Oui. n'est pas dans le monde contemporain. Et là, évidemment, sauf à on développer n'est pas des dans le monde sophismes. contemporain, sauf chez les fous. D'accord, très bien. Il y en a Ok. aussi, il y en a aussi D'accord, qui le disent. j'accepte la proposition. Oui, en l'occurrence, justifier l'esclavage par nature, c'est un discours qu'on peut retrouver encore aujourd'hui. Oui, c'est assez rare quand même. C'est rare sous nos latitudes. Mais évidemment, mais le monde moderne, il est sous nos latitudes, il n'est pas ailleurs. Et donc, ce qui va caractériser l'Europe, c'est l'invention de cette modernité, l'invention... Au fond, là où Kant avait vraiment raison, quand il écrit ce petit texte qui s'appelle Was ist Aufklärung, qu'est-ce que les Lumières, en 1784, il a raison, il dit, la culture européenne moderne, la culture des Lumières, c'est la sortie de l'enfance. C'est la sortie de l'âge de la minorité. De la minorité. Voilà. C'est Pour la sortie accéder à la de l'enfant responsabilité. à l'âge adulte. Et accéder à l'âge adulte, ça va être l'autonomie. Alors, c'est pas simplement la démocratie, comme dit Non, Rousseau. c'est le fait de se donner à soi-même sa propre loi. Bien sûr. Et donc, c'est aussi bien le mariage d'amour que les droits de l'homme ou la démocratie. Et donc, là, il y a des vraies ruptures avec le monde ancien. Et donc, je ne dis pas plus que ça. Mais ça, c'est quand même quelque chose qu'on a eu tendance, dans les dissertes de philo habituels, Philosophia Perennis, à complètement gommer, alors que les très grands philosophes, depuis Hegel, évidemment Nietzsche et Heidegger, avaient une très, très grande conscience de la différence entre ces deux mondes. Nietzsche était philologue, c'est pas pour rien, Heidegger aussi. Et donc, ils avaient une conscience de cette opposition entre modernité et tradition. Le Nietzsche philologue se réfère au présocratique. Il va chercher la tragédie grecque. Il se réfère au présocratique avant Euripide. Oui, mais peu importe, bien sûr. Euripide et Socrate sont déjà des modernes, oui, bien sûr. Je ne dis rien d'autre. La question, la différence entre l'autonomie et l'hétéronomie, le fait de recevoir sa loi d'un autre et le fait de construire soi-même sa propre loi, on la trouve déjà dans le banquet. Camarade, que tu situes le monde ancien au VIe siècle, dans la Grèce archaïque ou au IVe, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'on a deux modèles anciens. Donc ce que tu appelles modernité, c'est une idée, c'est pas une date. Non, bien sûr que c'est une idée, bien sûr. Là, nous sommes d'accord. Mais évidemment. Mais c'est quand même une idée qui est adossée à une date. Mais pour nous, Français, et ça, aussi bien Heidegger que Hegel le diront, ou Nietzsche, pour nous, il y a une rupture qui est, en gros, dans l'histoire de la philosophie, c'est le cogito ergo sum, c'est la fondation de la philosophie de la pensée sur une subjectivité. Et puis, sur le plan politique, évidemment, pour nous, Français, c'est la Révolution française. Et c'est la création des parlements, parce que la naissance de l'Assemblée nationale, c'est quand même un événement majeur. C'est l'idée qu'on va fabriquer le droit positif, les codes, on va les fabriquer à partir de la raison et de la volonté, c'est-à-dire le sens de l'intérêt général en principe des humains, et non pas en tirant la loi de textes religieux. Et donc ce qui va opposer aujourd'hui les théocraties à la démocratie, c'est le fait que la source de la loi pour nous modernes, elle est enracinée en principe dans la subjectivité humaine qui vise l'universel, le général. Marx disait, la démocratie, c'est la reconnaissance du particulier dans l'universel. Et donc cette rupture-là, la naissance des parlements, et c'est la Révolution française qui les invente, parce que après ça va s'étendre à toute l'Europe, cette naissance de l'humanisme juridico-politique, la fin du théologico-politique, oui, c'est des ruptures. Donc l'histoire de la philosophie, elle fait partie de la philosophie depuis la mort de Hegel. Voilà. Et on ne peut pas être philosophe aujourd'hui sans être historien de la philosophie. Ça n'a pas de sens. Non, il n'y en a pas un seul. Pas un. Pas un. Pas un. Heidegger est un immense historien de la philosophie. Nietzsche aussi, c'est un formidable historien de la philosophie. Mais si tu prends aujourd'hui les philosophes qui comptent, que ce soit, peu importe qu'on les aime ou qu'on les aime pas, mais que ce soit Ricoeur ou que ce soit Habermas ou que ce soit qui tu voudras, Clément Rosset, Clément Rosset ou Deleuze. Deleuze est un formidable, c'est même le meilleur historien de la philosophie de son époque. Oui, mais c'est pas une histoire linéaire. Mais justement, c'est ce que je dis, elle est des ruptures. Attends, il le fait exprès. Je dis qu'il y a des ruptures. Dernière question. Comment tu as vécu, après on y va, comment tu as vécu le geste antique du philosophe roi, c'est-à-dire l'épisode du passage au pouvoir? Tu sais, il y a une caractéristique française, je ne dis pas ça pour me dédouaner d'une erreur, qui d'ailleurs n'en est pas une, puisque je n'ai ni remords ni regret d'être passé en politique. C'est ton côté spinoziste, ça. Celui qui a des regrets malheureux deux fois. Alors, la seule chose que j'aime vraiment chez Spinoza, c'est sa critique des passions tristes. Mais
les motifs pour lesquels il l'a fait ne me conviennent pas, mais peu importe. Non, ce qu'il y a en France, qui est une tradition très particulière, c'est qu'il y a eu de grands intellectuels qui sont rentrés en politique, que ce soit Malraux, que ce soit Chateaubriand, que ce soit... Par exemple, Chateaubriand et Tocqueville ont été ministres. Bon, alors, ça me fait plaisir, parce qu'évidemment, il y a une tradition, et beaucoup ont été ambassadeurs, ou, enfin bon, on pourrait en citer, Victor Hugo a été sénateur, enfin bon, il y a une tradition française très particulière, qui est que le monde intellectuel s'est parfois réconcilié, si je puis dire, avec le monde politique et réciproquement. Alors aujourd'hui, ça n'est plus possible. Ce qui n'est pas vivable aujourd'hui, c'est que nous avons affaire à des présidents de la République, je parle des 2 derniers, je parle des jeunes, qui n'ont aucun sens de l'histoire, pour le coup. Et n'ayant aucun sens de l'histoire, ils n'ont aucune vision du monde. Ils sont évidemment très intelligents, que ce soit Sarkozy ou Hollande, sont des gens très intelligents, très astucieux. Ils connaissent les dossiers, évidemment. Techniquement, ils sont très bons. Il ne faut pas être poujadiste. On n'arrive pas là-haut sans avoir des qualités, y compris intellectuelles. Mais ils n'ont absolument aucun sens de l'histoire. Alors que Mitterrand ou même Giscard avaient encore, parce qu'ils avaient connu la guerre, une espèce de sens tragique qui leur donnait le sentiment qu'ils devaient avoir une vision du monde. Par exemple, sur l'Europe. Mitterrand avait une boussole qui était l'Europe. Quand il a fait l'euro, c'était contre ses troupes. Et donc, on avait des présidents qui avaient encore, ayant un sentiment historique, avaient le sens des pointillés de l'avenir. Aujourd'hui, ce sont de purs techniciens. Et ça, c'est quand même une vraie catastrophe, parce que l'intelligence et la vision du monde, ça n'a rien à voir. On peut être très intelligent et n'avoir aucune vision du monde, et c'est exactement ce qui caractérise la période actuelle. Et c'est pourquoi, quand on m'a reproposé d'être ministre ou d'être député européen ou toute cette sorte de choses, j'ai décliné l'offre, parce que ce que je fais m'intéresse 1 milliard de fois plus, et je pense que c'est même peut-être plus utile ou moins inutile que d'entrer en politique. Voilà ce qu'il fait, la révolution de l'amour, pour une spiritualité laïque. Et c'est le livre d'un philosophe passé du côté des cabinets ministériels. Non, c'est le livre vraiment d'un... Mais c'est non, d'accord, allez, jette pas de contredire tout le temps. Mais oui, en particulier quand je dis un truc vrai, tu vois. Bon, et nous allons faire un clap final. Oui. Ferry-Montaigne. Voilà. Ferry-Montaigne. Oh, très Attention, bien. vous êtes prêts? C'est parti. Merci, mon petit camarade. Merci. Allez. À toi. Va, cours, vole et nous venge. Oui.